Le tic-tac de l'horloge ancienne résonnait dans le grand salon comme un métronome implacable, marquant chaque seconde d'une existence figée dans l'indifférence. Solène Charbonneau observait par la fenêtre panoramique les jardins parfaitement taillés de la propriété Rimbaud, inconsciente du regard qu'il étudiait discrètement depuis le seuil. Célian Rimbaud s'était arrêté en passant devant le salon, captivé malgré lui par cette image familière qui ne cessait pourtant de le troubler. Sa femme de 3 ans, silhouette gracile, silhouettée contre la lumière dorée de l'après-midi, ses cheveux châtains relevés en un chignon parfait, révélant la courbe délicate de sa nuque. Quelque chose dans sa posture, cette façon qu'elle avait de tenir ses épaules, droites mais légèrement tendues, trahissait une mélancolie qu'il reconnaissait sans jamais oser la nommer. Il serra imperceptiblement les poings, irrité contre lui-même. Pourquoi s'attardait-il ainsi? Pourquoi cette femme, son épouse par convenance, continuait-elle à perturber sa concentration avec des détails aussi insignifiants que la façon dont elle effleurait machinalement son alliance, ou cette habitude qu'elle avait de mordiller légèrement sa lèvre inférieure quand elle était pensive? 3 ans. 3 longues années depuis qu'il avait prononcé le « oui » qu'il avait lié à cette femme qu'il s'efforçait de traiter comme un accessoire élégant de sa vie sociale. 3 années à lutter contre une attraction qu'il refusait obstinément de reconnaître. « Monsieur Rimbaud ?» La voix de Brigitte, la gouvernante, le fit sursauter. « Vous souhaitiez voir madame ?» Célian tourna brusquement la tête, espérant que son trouble ne se lisait pas sur son visage. Dans le salon, Solène s'était retournée au son de leur voix, et leurs regards se croisèrent pendant une fraction de seconde. Comme toujours, il détourna les yeux le premier, mais pas avant d'avoir noté cette lueur d'espoir qui s'allumait brièvement dans ses yeux noisettes, avant de s'éteindre face à son indifférence feinte. « Oui », répondit-il d'une voix qu'il voulait neutre. « Dites-lui que j'ai besoin de la voir dans mon bureau. » Il s'éloigna rapidement, ignorant délibérément la petite grimace de déception qu'il avait entreperçue sur le visage de Solène. Dans son bureau, il s'installa derrière son imposant bureau d'acajou, tentant de retrouver sa contenance habituelle. Mais ses mains tremblaient légèrement, un détail qu'il remarquait avec agacement ces derniers temps, toujours en présence de Solène. Le mariage avait été un arrangement parfait sur le papier. Lui, le jeune loup des affaires au passé entaché par un grand-père tyrannique, avait besoin d'une image plus respectable. Elle, fille d'un ancien ambassadeur ruiné par un scandale financier, avait besoin de sécurité. L'équation était simple, logique, dénuée de toute complication sentimentale. Sauf que Solène Charbonneau n'était pas l'épouse docile et transparente qu'il avait espérée. Il l'avait découvert dès leur nuit de noces, quand il avait surpris ses larmes silencieuses dans l'obscurité de leur chambre. Au lieu de l'indifférence qu'il comptait maintenir, il avait ressenti une douleur inattendue, presque physique, face à cette détresse qu'il était responsable d'avoir causée. Depuis, il l'observait, malgré lui, constamment, obsessionnellement. Il connaissait ses habitudes. Le thé Earl Grey qu'elle buvait chaque matin à 8 heures précises, sa façon de caresser discrètement le chat de la voisine quand elle pensait que personne ne regardait, cette expression rêveuse qu'elle prenait parfois en écoutant de la musique classique. Il savait qu'elle se levait certaines nuits pour lire dans le petit salon, qu'elle pleurait parfois sous la douche. Il avait entendu ses sanglots étouffés à travers la cloison. Et chaque observation ne faisait qu'aggraver son trouble. Un coup discret à la porte interrompit ses pensées. Elle entra, vêtue d'une robe prune qui soulignait la chaleur dorée de sa peau, et il dut faire un effort considérable pour ne pas laisser son regard s'attarder. Même dans l'intimité de leur foyer, elle portait cette élégance naturelle qu'il avait séduit dès leur première rencontre, un détail qu'il s'interdisait formellement d'admettre. « Vous souhaitiez me voir ?» Sa voix était douce mais distante, polie. Cette politesse parfaite entre époux était devenue leur armure mutuelle. « Nous partons pour la propriété de Normandie ce soir », annonça-t-il, gardant les yeux fixés sur l'écran de son ordinateur portable. « J'ai une réunion importante avec des investisseurs japonais demain. Vous m'accompagnerez pour le dîner. » Il tapa quelques mots au hasard, conscient qu'elle restait immobile devant son bureau. Dans sa vision périphérique, il pouvait voir ses mains finement gantées jointes devant elle, cette posture sage qu'elle adoptait toujours en sa présence. « Très bien. À quelle heure partons-nous » Cette fois, il leva les yeux malgré lui. Erreur. Solène le regardait avec cette expression qu'il commençait à connaître par cœur, patiente, résignée, mais cachant une blessure si profonde qu'elle lui serra la poitrine. Pourquoi fallait-il qu'elle soit si présente, si vivante dans sa tristesse contenue? 18 heures, répondit-il plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. Elle hocha la tête et fit demi-tour. Mais au moment de sortir, elle s'arrêta,
une main sur la poignée de la porte. « Céliane » son prénom dans sa bouche. Comme chaque fois, cela provoqua en lui une réaction qu'il refusait d'analyser. Il releva la tête, et cette fois, il soutint son regard. « Y a-t-il... Est-ce que tout va bien? Vous semblez... différent ces derniers temps. Différent. » Si elle savait à quel point elle avait raison. Ces derniers mois, quelque chose s'effilochait en lui, une résistance qui s'érodait jour après jour face à cette femme qu'il s'était juré de ne jamais vraiment voir. Mais comment lui avouer qu'il passait ses nuits éveillées à écouter sa respiration de l'autre côté du lit king-size qui les séparait? Comment lui dire que son parfum, cette note subtile de jasmin, le hantait dans son bureau? « Tout va parfaitement bien, » mentit-il. « Préparez vos affaires. » Elle le regarda encore un moment et il eut l'impression troublante qu'elle lisait en lui bien plus qu'il ne le souhaitait. Puis elle sortit, refermant doucement la porte derrière elle. Célian resta seul, le cœur battant inexplicablement vite. Dans quelques heures, ils seraient en route pour la Normandie, juste eux deux, dans l'intimité forcée d'un voyage en voiture. Cette perspective l'angoissait et l'excitait simultanément, un paradoxe qu'il refusait d'explorer. Dehors, les nuages s'amoncelaient, annonçant l'orage qui allait bientôt changer leur vie à jamais. L'obscurité du manoir semblait avaler leur silhouette, tandis que Célian cherchait à tâtons dans l'armoire de l'entrée. Le bruit de ses pas résonnait sur le parquet ancien, ponctué par les rafales de vent qui faisaient trembler les fenêtres. Solène restait immobile près de la porte, encore sous le choc de se retrouver ainsi isolée avec lui. « Ah, voilà !» murmura Célian en sortant une lampe torche de secours. Le faisceau lumineux balaya la pièce, révélant les meubles recouverts de housses blanches comme des fantômes figés dans le temps. Henri a dû partir précipitamment à cause de l'alerte météo, expliqua-t-il en dirigeant la lumière vers Solène. Il y a eu plusieurs tempêtes cette semaine en Normandie. Solène cligna des yeux, momentanément aveuglée. Dans cette lumière crue, elle put observer le visage de Célian sans les artifices habituels de l'éclairage parfait de leur demeure parisienne. Des cernes creusaient légèrement ses traits et une barbe naissante ombrageait sa mâchoire. Pour la première fois, il lui paraissait humain. « Les investisseurs japonais ?» demanda-t-elle d'une voix plus assurée qu'elle ne l'aurait cru. « Ils ont probablement reporté. Avec cette météo, aucun vol ne décollera ce soir. » Il passa une main dans ses cheveux, décoiffant légèrement sa perfection habituelle. « Je vais chercher des bougies et voir s'il y a du bois pour la cheminée. » Solène le suivit à travers les couloirs familiers qu'elle connaissait depuis leur première visite, juste après leur mariage. À l'époque, elle avait espéré que cette propriété, chargée d'histoire familiale, révélerait peut-être une facette plus tendre de son époux. Elle s'était trompée. Célian y était resté tout aussi distant, traitant même les lieux de son enfance comme un simple bien immobilier. Dans la cuisine, ils trouvèrent un assortiment de bougies et quelques provisions de base laissées par Henri. Céliane alluma méthodiquement plusieurs chandelles, leur lueur dorée réchauffant l'atmosphère austère de la pièce. Le parfum subtil de la cire, mélangé à l'odeur de bois ancien, créait une intimité troublante. « Nous ferions mieux de nous installer dans le salon principal », suggéra Célian. « La cheminée y fonctionne encore. » Ils transportèrent leurs maigres provisions vers le grand salon, où un imposant foyer de pierre dominait la pièce. Célian s'agenouilla pour préparer le feu, ses gestes précis trahissant une habitude oubliée. Solène l'observait, fascinée de le voir accomplir une tâche si ordinaire. « Vous saviez faire cela ?» La question lui échappa avant qu'elle puisse la retenir. Il leva les yeux vers elle, surpris par le tutoiement involontaire qu'elle venait d'employer. Un sourire fantôme effleura ses lèvres. « J'ai grandi ici. Mon grand-père m'a appris quand j'avais 8 ans. » Il retourna à sa tâche, ajoutant du petit bois avec soin. C'était avant que nous ayons les moyens d'entretenir une armée de domestiques. Cette révélation frappa Solène comme une gifle. En 3 ans de mariage, Célian n'avait jamais évoqué son enfance, jamais partagé le moindre souvenir personnel. Elle s'assit dans l'un des fauteuils en cuir, ramenant ses jambes sous elle. « Comment était-il, votre grand-père » Les flammes commencèrent à danser dans l'âtre, projetant des ombres mouvantes sur le visage de Célian. Il resta silencieux si longtemps que Solène crut qu'il ne répondrait pas. Exigeant, inflexible. Il pensait que montrer ses émotions était un signe de faiblesse. Sa voix portait une amertume qu'elle ne lui connaissait pas. « Il m'a enseigné que les Rimbaud ne pleurent pas, ne supplient pas, ne s'abandonnent pas. » Le feu crépitait maintenant avec force, réchauffant la pièce. Célian s'installa dans le fauteuil face au sien, et pour la première fois depuis leur mariage, ils se retrouvaient assis, l'un face à l'autre, sans agenda, sans protocole, sans témoin. « Et vos parents ?» insista doucement Solène, sentant qu'une brèche venait de s'ouvrir dans la forteresse qu'il avait construite autour de lui. « Mort dans un accident de voiture quand j'avais 12 ans. »
Il fixa les flammes, évitant son regard. Grand-père disait que c'était de leur faute, qu'ils étaient trop passionnés, trop insouciants, que leur amour les avait rendus imprudents. Solène sentit son cœur se serrer. Soudain, tant de choses prenaient sens. La froideur calculée de Célian, sa méfiance envers toute forme d'émotion, sa façon de traiter leur mariage comme une transaction commerciale. Il vous a élevé seul, avec une succession de gouvernantes et de précepteurs. Chacun avait pour mission de faire de moi un homme respectable. Il prononça le mot comme s'il avait un goût amer. Un homme qui ne se laisserait jamais gouverner par ses sentiments. Le tonnerre gronda au-dessus d'eux, et Solène sursauta légèrement. Célian tourna enfin son regard vers elle, et dans la lumière dansante du feu, elle put voir quelque chose qu'elle n'avait jamais aperçu auparavant, de la vulnérabilité. « J'imagine que c'est pour cela que notre arrangement vous convenait parfaitement, » murmura-t-elle sans amertume cette fois, mais avec une compréhension nouvelle. Il la dévisagea longuement, comme s'il la voyait véritablement pour la première fois. « Solène !» Il prononça son prénom avec une douceur qu'elle ne lui connaissait pas, et elle sentit quelque chose se briser en elle. « Je n'ai jamais voulu vous faire souffrir. » Ces mots, si simples, résonnèrent dans le silence comme une confession. Dehors, la tempête faisait rage, mais à l'intérieur, quelque chose d'infiniment plus puissant commençait à naître entre eux. La nuit ne faisait que commencer. Les heures s'écoulaient, dans un silence entrecoupé par les craquements du feu et les assauts répétés de la tempête contre les volets. Solène avait trouvé une couverture en laine dans l'un des placards et s'était blottie dans son fauteuil, observant Célian qui fixait les flammes avec une intensité troublante. Depuis sa confession sur son enfance, il semblait perdu dans des souvenirs qu'il gardait habituellement sous clé. « Vous avez faim ?» demanda-t-elle finalement, brisant le silence qui s'était installé entre eux. Il sursauta légèrement, comme s'il avait oublié sa présence. « Pardon ? Il est presque 22 heures. Nous n'avons rien mangé depuis le déjeuner. » Célian consulta sa montre, fronçant les sourcils. Henri devait préparer le dîner pour nos invités. « Nos invités qui ne viendront pas, » rappela Solène avec une pointe d'ironie. « Nous pourrions peut-être nous débrouiller par nous-mêmes, pour une fois. » Cette suggestion sembla le déstabiliser. Quand avait-il préparé un repas pour la dernière fois? Quand avait-il fait quoi que ce soit de ses propres mains, sans l'aide d'une armée d'employés? Ils se dirigèrent vers la cuisine, leurs pas résonnant différemment dans l'obscurité. À la lueur des bougies qu'ils avaient disposées sur le comptoir central, l'espace paraissait plus intime, presque chaleureux. Solène ouvrit les placards, inventoriant leurs maigres ressources. Des pâtes, quelques conserves, du fromage. Elle se retourna vers lui avec un sourire qui le surprit par sa spontanéité. « Vous savez cuisiner. Où dois-je tout faire ?»« Il hésita, et Solène réalisa qu'elle venait de le prendre en défaut. L'homme qui dirigeait un empire financier ne savait pas préparer un simple repas. « Laissez-moi faire, » dit-elle doucement, sans moquerie. « Asseyez-vous. » Célian s'installa sur l'un des tabourets hauts, la regardant s'affairer avec une grâce naturelle qu'il n'avait jamais remarquée. Elle avait retiré sa veste de tailleur et retroussé les manches de son chemisier blanc, révélant des bras fins mais fermes. Ses cheveux châtains, habituellement tirés en chignon strict, commençaient à s'échapper de leur prison dorée, encadrant son visage d'une façon qui la rendait soudain accessible. « Où avez-vous appris à cuisiner ?» demanda-t-il, surpris de sa propre curiosité. « Avec ma grand-mère maternelle. » Solène fit chauffer de l'huile d'olive dans une poêle. Après la chute de papa, maman a sombré dans la dépression. Grand-mère est venue vivre avec nous pour quelques mois. Elle éminça des échalotes avec des gestes précis. Elle disait qu'une femme devait savoir nourrir ceux qu'elle aime, même avec 3 fois rien. Célian absorba cette information, réalisant à quel point il ne connaissait rien de la vraie Solène. Pendant 3 ans, elle avait été pour lui une présence silencieuse, une ombre élégante qui accompagnait ses obligations sociales. Il n'avait jamais songé qu'elle avait eu une vie avant lui, des souvenirs, des peines, des joies. « Et vous ?» L'odeur des échalotes caramélisées embaumait la cuisine. « À part diriger votre empire, que faisiez-vous avant ?» La question le prit au dépourvu. Avant quoi? Avant leur mariage? Avant de devenir milliardaire? Il réfléchit, troublé de constater qu'il n'arrivait pas à définir un « avant ». « Je travaillais », répondit-il finalement. « J'ai toujours travaillé. Mais vous aviez bien des... amis, des passions. » Célian observa ses mains qui signaient des contrats de millions d'euros, mais qui tremblaient légèrement à cette question simple. Des amis? Il avait des associés, des contacts utiles, des relations d'affaires, des passions? Son travail peut-être. Mais était-ce vraiment de la passion ou simplement une fuite? Il y a eu quelqu'un, admit-il soudain, les mots s'échappant de sa bouche avant qu'il puisse les retenir.
Solène se figea, une cuillère en bois à la main. Elle ne se retourna pas, mais il sentit toute son attention se concentrer sur lui. Elle s'appelait Amélie. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Sa voix se fit plus grave, plus rauque. Elle étudiait l'art, moi l'économie. Elle riait tout le temps. Elle voyait de la beauté partout. Le silence s'installa, seulement troublé par le grésissement des légumes dans la poêle. Solène attendait, comprenant instinctivement qu'il fallait lui laisser le temps. Grand-père la détestait. Il disait qu'elle me rendait faible, imprévisible, que l'amour était un luxe que les hommes de notre rang ne pouvaient pas se permettre. Céliane ferma les yeux. J'ai essayé de lui résister, de protéger ce que nous avions. Mais que s'est-il passé? Murmura Solène, toujours sans se retourner. Un accident de voiture, comme mes parents. Les mots tombèrent comme des pierres dans le silence. Elle revenait de chez moi après une dispute où je lui avais dit que peut-être grand-père avait raison, que nous étions trop différents. Solène se retourna enfin, et Céliane fut frappée par l'émotion qu'il lut dans ses yeux. Pas de la pitié, mais une compréhension profonde, douloureuse. « Elle est morte en pensant que vous ne l'aimiez plus », chuchota-t-elle. Il hocha la tête, incapable de parler. Le poids de cette culpabilité, il le portait depuis 15 ans. C'est pour cela que vous ne pouvez pas. Solène n'arriva pas à finir sa phrase. Je me suis juré de ne plus jamais laisser mes sentiments guider mes décisions, de ne plus jamais être responsable de la souffrance de quelqu'un que je... Il s'arrêta, les mots restant coincés dans sa gorge. Solène éteignit le feu sous la poêle et s'approcha de lui lentement, comme on approche d'un animal blessé. Elle s'arrêta à quelques centimètres, assez près pour sentir sa chaleur, assez loin pour ne pas l'effrayer. « Célian, dit-elle doucement, regardez-moi. » Il leva les yeux vers elle, et dans la lumière dorée des bougies, elle vit enfin l'homme qu'il cachait derrière ses masques. Un homme brisé, hanté, mais terriblement vivant. Vous n'êtes pas responsable de sa mort, pas plus que de celle de vos parents. Ces mots, si simples, résonnèrent en lui comme une absolution qu'il n'avait jamais osé espérer. Les paroles de Solène flottaient dans l'air entre eux, lourdes de vérité et de compassion. Célian la regardait avec une expression que jamais elle n'avait vue sur son visage. Un mélange de gratitude et de terreur, comme s'il venait de recevoir un cadeau qu'il ne savait pas comment accepter. « Comment pouvez-vous en être si sûr ?» murmura-t-il, sa voix à peine audible dans la cuisine baignée de lumière dorée. Solène tendit lentement la main vers lui, s'arrêtant à quelques centimètres de sa joue. « Puis-je » Il hocha imperceptiblement la tête, et elle posa sa paume contre son visage. La chaleur de sa peau, la légère rugosité de sa barbe naissante, tout cela était si réel, si différent de l'homme de marbre qu'elle côtoyait depuis 3 ans. « Parce que je connais la culpabilité, » chuchota-t-elle. « Quand papa a perdu son poste, j'ai pensé que c'était de ma faute. Si j'avais été moins cher à élever, s'il n'avait pas eu besoin de financer mes études, peut-être aurait-il été moins tenté par la corruption. » Céliane fronça les sourcils, sa main venant instinctivement se poser sur celle de Solène, la maintenant contre sa joue. « C'est différent. Vous étiez une enfant. Vous étiez un jeune homme manipulé par un grand-père qui avait peur de perdre le contrôle sur vous. » Elle soutint son regard avec une détermination nouvelle. « Nous portons tous des fardeaux qui ne nous appartiennent pas, Céliane. La question est de savoir quand nous décidons de les déposer. » Il ferma les yeux, s'appuyant contre sa main comme s'il puisait sa force dans ce contact. Pour la première fois en 15 ans, quelqu'un lui offrait le pardon qu'il n'arrivait pas à s'accorder. « J'ai eu si peur, avoua-t-il. Peur de vous faire du mal, peur de ressentir à nouveau ce que j'avais ressenti pour elle. Et maintenant ?» Il rouvrit les yeux, plongeant son regard dans le sien. « Maintenant, j'ai encore plus peur, parce que c'est déjà trop tard. » Le cœur de Solène s'arrêta de battre pendant une seconde avant de repartir à un rythme effréné. Ces mots, elle les avait attendus sans oser les espérer. Trop tard, pourquoi? Pour vous protéger, pour me protéger, pour prétendre que je ne... Il s'interrompit, la tension visible dans les muscles de sa mâchoire. Solène retira sa main de sa joue pour la poser sur son torse, sentant les battements erratiques de son cœur sous sa paume. « Dites-le », l'encouragea-t-elle. « Après tout ce que vous venez de me confier, ne reculez pas maintenant. Je ne sais même plus quand c'est arrivé, » admit-il dans un souffle. « Peut-être le premier jour, quand vous avez accepté ce mariage sans protester, ou quand je vous ai vu pleurer en silence lors de notre nuit de noces, comprenant que j'allais vous condamner à une existence vide, ou peut-être hier matin, quand je vous ai surprise en train de nourrir les chats errants dans le jardin, croyant que personne ne vous voyait. » Solène rougit, surprise qu'il ait remarqué ce petit rituel secret. « Vous m'observiez ? Constamment, sans même m'en rendre compte. » Sa main vint se poser sur la sienne, toujours posée sur son cœur. « J'ai essayé de vous ignorer,
de vous traiter comme un meuble élégant, mais vous êtes partout, Solène, dans chaque pièce de cette maison, dans chaque silence, dans chaque geste que vous faites, sans penser que quelqu'un vous regarde. » Les larmes montèrent aux yeux de Solène. Pendant 3 ans, elle s'était sentie invisible, inexistante. Découvrir qu'il la voyait vraiment, qu'il l'avait toujours vue, bouleversait tout ce qu'elle croyait savoir de leur relation. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais rien dit ? Parce que vous méritez mieux qu'un homme brisé qui ne sait pas aimer sans détruire. » Il retira sa main de la sienne, créant soudain une distance douloureuse. Parce que l'amour rend imprudent, et que l'imprudence tue. Ou peut-être, dit-elle en reprenant sa main fermement, peut-être que l'amour nous rend vivants. Peut-être qu'Amélie n'est pas morte à cause de votre dispute, mais qu'elle a vécu intensément, tant qu'elle était avec vous. Ces mots frappèrent Célian comme une révélation. Il n'avait jamais envisagé les choses sous cet angle, trop aveuglé par sa culpabilité pour voir autre chose que la tragédie. « Et si je vous fais souffrir? Et si je vous perds, comme j'ai perdu tout ce qui m'importait? Et si vous ne me perdiez pas ?» répliqua-t-elle. « Et si, pour une fois dans votre vie, vous faisiez confiance à quelque chose de plus grand que votre peur ?» Dehors, la tempête commençait à faiblir, mais à l'intérieur de la cuisine, une autre tempête se levait, celle des émotions longtemps réprimées qui remontaient enfin à la surface. Célian la regardait comme s'il la voyait pour la première fois, comme si toutes les barrières qu'il avait érigées entre eux s'effondraient une à une. Sa main libre vint caresser sa joue avec une tendresse qu'elle n'avait jamais osé imaginer. « Solène ?» Il prononça son nom comme une prière. « Je ne sais pas comment on fait, comment on aime sans avoir peur, comment on construit au lieu de protéger. On apprend ensemble, » chuchota-t-elle en se rapprochant encore, un jour à la fois, un geste à la fois. L'espace entre eux se réduisait inexorablement, chargé d'une tension électrique qui faisait trembler l'air autour d'eux. Leurs souffles se mêlaient, leurs cœurs battaient à l'unisson. Et pour la première fois depuis 3 ans, Solène sentit qu'ils étaient vraiment mari et femme. Le dîner refroidissait sur la cuisinière, oublié. Seul comptait désormais cet homme et cette femme qui découvraient enfin qu'ils n'étaient plus étrangers. Le temps semblait suspendu dans cette cuisine baignée de lumière dorée, où 2 âmes se découvraient enfin après 3 années d'exil mutuel. Célian contemplait le visage de Solène à quelques centimètres du sien, chaque détail lui apparaissant avec une netteté bouleversante. La courbe délicate de ses lèvres, les reflets ambrés dans ses yeux noisettes, la façon dont ses cils projetaient de petites ombres sur ses joues. « J'ai peur de vous toucher », avoua-t-il dans un murmure, peur de briser ce moment. Solène sourit, et ce sourire était différent de tous ceux qu'il avait pu voir sur son visage lors des événements mondains, authentique, vulnérable, plein d'espoir. « Vous ne me briserez pas, Célian, je ne suis pas en porcelaine. » Lentement, avec une précaution infinie, il laissa ses doigts glisser le long de sa joue jusqu'à sa nuque, s'en mêlant dans ses cheveux châtains qui s'échappèrent de leur chignon. Le contact envoya une onde de chaleur à travers tout son être, réveillant des sensations qu'il croyait mortes depuis longtemps. « Vous êtes si belle » murmura-t-il, émerveillé. « Comment ai-je fait pour ne pas vous voir vraiment pendant tout ce temps? Vous me voyez. Vous aviez juste peur de me reconnaître. » Leurs lèvres se frôlèrent dans un baiser hésitant, presque timide, comme un premier baiser d'adolescent. Puis Célian s'écarta légèrement, cherchant dans ses yeux la confirmation qu'elle voulait vraiment de lui, de cet homme imparfait qui lui avait fait tant de mal par son silence. « Solène, Chut !» Elle posa un doigt sur ses lèvres. « Pour une fois, ne réfléchissez pas. Sentez juste. » Cette fois, quand leurs bouches se rencontrèrent, ce fut avec une intensité qui les surprit tous les deux. 3 années de désirs refoulés, de solitude partagée, de regards volés explosèrent dans ce baiser. Les mains de Célian encadrèrent son visage, tandis que celles de Solène s'accrochaient à sa chemise, comme si elle avait peur qu'il disparaisse. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous les deux essoufflés, le cœur battant à tout rompre. « Le dîner », dit Solène d'une voix rauque, jetant un regard vers la cuisinière. « Au diable le dîner », répondit Célian, en la soulevant pour l'asseoir sur le comptoir central, se positionnant entre ses jambes. Cette proximité nouvelle était grisante et terrifiante à la fois. Solène pouvait sentir la chaleur de son corps contre le sien, respirer son parfum masculin mélangé à l'odeur de la fumée de cheminée. Ses mains tremblaient légèrement quand elle commença à déboutonner sa chemise. « Êtes-vous sûr ?» demanda-t-il, couvrant ses mains des siennes. « J'ai attendu 3 ans d'être votre femme, Célian, vraiment votre femme. » Ces mots achevèrent de faire tomber ses dernières résistances. Il l'embrassa de nouveau, plus profondément cette fois, laissant libre cours à tout ce qu'il avait réprimé. Ses lèvres descendirent le long de son cou, arrachant à Solène un gémissement
qui le fit frissonner. « Pas ici », murmura-t-il contre sa peau. « Vous méritez mieux qu'un comptoir de cuisine pour notre première vraie nuit. » Il la souleva dans ses bras, et Solène ne put s'empêcher de rire, un rire cristallin qui résonna dans la maison silencieuse comme une mélodie oubliée. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il en montant l'escalier vers leur chambre, illuminée par les bougies qu'ils avaient disposées plus tôt. « Je n'arrive pas à croire que c'est réel, que nous quoi? Que nous ayons attendu si longtemps pour nous trouver alors que nous vivions sous le même toit. » Il s'arrêta sur le palier, la regardant intensément. Peut-être qu'il fallait cette tempête pour nous obliger à voir ce qui était là depuis le début. La chambre principale, meublée d'antiquités familiales, leur parut soudain différente. Ce n'était plus le territoire neutre qu'ils partageaient, sans se toucher, mais un refuge où ils allaient enfin s'appartenir. Céliane la déposa délicatement près du lit, et ils restèrent là, debout l'un face à l'autre, conscients que ce qui allait se passer changerait tout entre eux. « J'ai peur », avoua Solène, « peur que demain vous regrettiez, que vous redeveniez l'homme distant que j'ai épousé. » Il prit son visage entre ses mains, la forçant à le regarder. « Solène, écoutez-moi bien, il n'y aura pas de retour en arrière, pas après cette nuit, pas après ce que je ressens pour vous. Et que ressentez-vous pour moi? Je vous aime. » Les mots sortirent enfin, libérant un poids qu'ils portaient depuis trop longtemps. « Je vous aime depuis si longtemps que j'avais oublié comment vivre sans cette douleur. » Solène ferma les yeux, laissant les larmes couler sur ses joues. « Répétez-le. Je vous aime, Solène Rimbaud. Je vous aime désespérément, passionnément, et je me fiche de ce que disait mon grand-père sur les dangers de l'amour. » Elle rouvrit les yeux, et ce qu'il y lut le bouleversa. Un amour égal au sien, patient, fidèle, qui n'avait attendu qu'un signe pour s'épanouir. « Moi aussi, je vous aime, » murmura-t-elle. « Depuis le premier jour, malgré votre froideur, malgré le silence, j'ai aimé l'homme que j'apercevais parfois derrière vos masques. Dehors, la tempête s'apaisait, mais dans cette chambre, une autre tempête commençait, celle de la passion longtemps contenue qui explosait enfin, emportant tout sur son passage. Quand Célian l'embrassa de nouveau, Solène sut qu'elle ne serait plus jamais la même femme. Et lui, en sentant ses défenses s'effondrer une à une sous ses caresses, comprit qu'il venait enfin de rentrer chez lui. Les premiers rayons de soleil filtraient à travers les rideaux de la chambre, dessinant des motifs dorés sur les draps froissés. Solène s'éveilla lentement, son corps encore imprégné de la chaleur de leur nuit d'amour, un sourire inconscient aux lèvres. Elle tendit la main vers l'autre côté du lit, s'attendant à rencontrer la chaleur du corps de Célian. Mais l'espace était vide et froid. Elle s'assit brusquement, le cœur serré par un mauvais pressentiment. Où était-il? Depuis quand était-il parti? Elle tendit l'oreille et entendit des bruits de douche provenant de la salle de bain attenante. Un soulagement temporaire l'envahit. Au moins, il était encore là. 20 minutes plus tard, Céliane sortit de la salle de bain déjà habillée d'un pantalon de costume et d'une chemise blanche impeccablement repassée. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, comme s'il se préparait pour une réunion d'affaires. Quand leurs regards se croisèrent, Solène vit quelque chose qui la glaça, une gêne palpable, comme s'ils regrettaient déjà leur intimité. « Bonjour » dit-elle doucement, tirant le drap sur sa poitrine nue. « Bonjour » répondit-il sans s'approcher du lit. « L'électricité a été rétablie pendant la nuit. J'ai appelé Henri. Il sera là dans 1 heure avec le petit déjeuner. » Sa voix était redevenue cette voix neutre, professionnelle, qu'elle connaissait si bien. Mais il y avait quelque chose de forcé dans cette neutralité, comme s'il luttait contre autre chose. Célian, elle tendit une main vers lui, mais il recula instinctivement, feignant de chercher sa veste. Les investisseurs japonais confirment leur arrivée cet après-midi finalement. La météo s'est calmée. Chacun de ces mots était comme une petite mort. Solène sentit les larmes monter, mais refusa de les laisser couler. Elle l'observa s'affairer dans la chambre, évitant soigneusement son regard, et comprit qu'il était en train de reconstruire ses murs en temps réel. « Vous regrettez » dit-elle finalement. Ce n'était pas une question. Il s'immobilisa, la main sur sa cravate qu'il était en train de nouer. Dans le miroir de la commode, elle pouvait voir son visage se crisper. « Solène, c'est compliqué. »« Non !» Elle se leva, enfilant rapidement sa robe de chambre. « C'est la seule chose simple qui nous soit arrivée en 3 ans. Nous nous aimons. Vous me l'avez dit hier soir. Vous m'avez montré. » Il se tourna vers elle, et elle put voir la guerre qui se livrait dans ses yeux gris-bleus. L'homme qu'il avait aimé avec tant de passion quelques heures plus tôt luttait contre celui qui avait passé 3 décennies à se protéger de tout sentiment. Ce qui s'est passé cette nuit. Il passa une main dans ses cheveux, décoiffant légèrement sa perfection. Nous étions isolés, vulnérables. Les circonstances n'ont fait que révéler ce qui existait déjà, l'interrompit-elle.
Vous croyez que je ne vous voyais pas me regarder? Que je ne sentais pas vos yeux sur moi quand vous pensiez que je ne m'en apercevais pas? Cette accusation le fit tressaillir. Il ne pouvait pas nier qu'elle avait raison. C'est exactement le problème, admit-il dans un murmure. Je vous observe depuis 3 ans comme un adolescent obsédé. Je connais vos habitudes, vos goûts, vos tristesses. Et hier soir, j'ai cédé à cette obsession. Une obsession? Solène se rapprocha de lui, refusant qu'il réduise leur amour à quelque chose de malsain. C'est ainsi que vous appelez ce que nous avons partagé? Je ne sais plus comment l'appeler, explosa-t-il soudain, sa façade se fissurant. Tout ce que je sais, c'est que j'ai passé ma vie à éviter exactement ce qui s'est passé cette nuit. Et maintenant quoi? Maintenant j'ai peur, avoua-t-il, sa voix se brisant légèrement. Peur de cette intensité, de ce que je ressens pour vous. Peur de devenir l'homme faible et incontrôlé que mon grand-père détestait. Solène s'approcha encore, posant ses mains sur son torse. Sous ses paumes, elle sentait les battements erratiques de son cœur. « Regardez-moi, Célian. » Lentement, il obéit. Dans ses yeux, elle ne vit plus seulement de la peur, mais aussi de l'amour. Un amour si fort qu'il en était terrifié. « Vous n'êtes pas faible. Un homme faible n'aurait jamais eu le courage de se donner comme vous l'avez fait cette nuit. Un homme faible ne lutterait pas contre ses sentiments pendant 3 ans pour protéger la femme qu'il aime. « Je ne vous protège pas, » protesta-t-il. « Je me protège, et en me protégeant, je vous détruis petit à petit. » Cette lucidité douloureuse la surprit. Il avait conscience du mal qu'il lui faisait, et cette conscience le torturait autant qu'elle. « Alors arrêtez de vous protéger, » supplia-t-elle. « Faites-moi confiance. Faites confiance à ce que nous ressentons. » Il prit son visage entre ses mains, et pendant un moment, elle crut qu'il allait céder. Ses pouces caressèrent ses joues avec une tendresse infinie. Si seulement c'était si simple, ça peut l'être, si vous le décidez. Mais déjà, elle sentait qu'il s'éloignait d'elle mentalement, que ses défenses se remettaient en place. « Nous repartons pour Paris après le petit déjeuner, » dit-il en s'écartant doucement. « Cette réunion est importante pour l'avenir de l'entreprise. » L'entreprise, toujours cette fuite dans le travail, cette excuse pour éviter l'émotion. Solène le regarda finir de s'habiller, comprenant qu'elle venait de perdre une bataille cruciale. « D'accord, » dit-elle avec une dignité qui lui coûta énormément. « Je vais me préparer. » Mais en se dirigeant vers la salle de bain, elle prit une décision. Si Céliane n'avait pas le courage de se battre pour leur amour, elle le ferait pour lui. Elle ne pouvait plus accepter cette demi-vie, cette relation fantôme. Il était temps qu'elle reprenne le contrôle de sa destinée. 2 semaines s'étaient écoulées depuis leur retour de Normandie, 2 semaines d'un équilibre précaire qui s'était installé entre eux. Céliane n'avait pas complètement retrouvé sa froideur d'antan. Parfois, Solène surprenait son regard sur elle, chargé d'une intensité qu'il ne parvenait plus totalement à dissimuler. Mais il gardait ses distances physiques, évitant soigneusement tout contact, comme s'il craignait que le moindre effleurement ne fasse s'écrouler ses défenses patiemment reconstruites. Solène, de son côté, avait cessé de jouer la parfaite épouse invisible. Elle le regardait ouvertement maintenant, ne baissait plus les yeux quand il entrait dans une pièce, posait des questions directes auxquelles il était forcé de répondre. Cette nouvelle assurance le déstabilisait visiblement, et elle pouvait voir l'effet que cela produisait sur lui, cette tension constante dans ses épaules, cette façon qu'il avait de serrer imperceptiblement les mâchoires quand elle s'approchait trop près. Ce matin-là, assise dans le jardin avec son thé Earl Grey, Solène relisait pour la 3e fois le message de Mathilde. « Ma belle, j'aimerais te présenter quelqu'un. Julien Moreau, pianiste à l'opéra. Un homme merveilleux qui sort d'un divorce difficile. Comme toi, il comprend ce que c'est que de se sentir seul dans un mariage. Déjeuner demain ?» Elle avait d'abord refusé. Puis, après avoir observé Célian fuir encore une fois quand elle était entrée dans son bureau la veille, elle avait accepté. Non par vengeance, mais par instinct de survie. Elle ne pouvait plus continuer ainsi, suspendue entre espoir et désespoir. Le déjeuner avec Julien s'était révélé apaisant. 35 ans, des yeux bleus pétillants d'intelligence et de bonté, une conversation fluide parsemée de rires authentiques. Il l'avait regardée vraiment, l'avait écouté parler de littérature et de musique sans jamais consulter son téléphone. Surtout, il n'avait pas eu peur de montrer qu'elle lui plaisait. « Vous rayonnez quand vous parlez de Bach », lui avait-il dit avec un sourire sincère. « Cela fait longtemps que je n'ai pas rencontré quelqu'un qui comprend vraiment la musique comme vous. » Rien de révolutionnaire dans cette phrase, et pourtant elle avait ressenti quelque chose qu'elle avait presque oublié, la joie simple d'être appréciée pour elle-même. Le soir même, Céliane l'avait remarqué. « Vous semblez différente », avait-il observé pendant le dîner, ses yeux gris-bleus la scrutant avec cette attention qu'il ne parvenait plus à dissimuler.
Différente comment? Plus lumineuse. Le mot lui avait échappé, et elle avait vu sa surprise face à sa propre franchise. Elle avait souri, un vrai sourire, pas celui qu'elle arborait dans les soirées mondaines. J'ai passé une belle journée. Il n'avait pas posé d'autres questions, mais elle avait senti son regard la suivre tout au long de la soirée. Maintenant, 2 jours plus tard, elle était dans le bureau de Célian, regardant cet homme qu'elle aimait encore malgré tout, mais qui refusait obstinément de saisir les chances qu'elle lui offrait. « Célian, dit-elle sans préambule, nous devons parler. » Il leva les yeux de ses documents, et elle lut immédiatement l'inquiétude dans son regard. Il sentait que quelque chose avait changé. « Je vous écoute. Je ne peux plus continuer comme cela. Cette situation où nous nous tournons autour sans jamais nous toucher, où vous me regardez comme si vous mouriez d'envie de me prendre dans vos bras, mais où vous fuyez dès que j'approche. » Il pâlit légèrement mais ne détourna pas les yeux. « Solène, laissez-moi finir. » Sa voix était calme mais déterminée. « J'ai rencontré quelqu'un. » Ces mots tombèrent dans la pièce comme une pierre dans un étang tranquille. Elle vit Célian se raidir, ses jointures blanchir sur le stylo qu'il tenait. « Quelqu'un ? Mathilde m'a présenté à un pianiste, Julien Moreau. Peut-être le connaissez-vous, il joue souvent à l'Opéra Garnier. » Le nom sembla résonner dans l'esprit de Célian. Elle le vit déglutir difficilement. « Et il m'a invité à dîner. J'ai accepté. » Elle marqua une pause, observant l'effet de ses paroles. « Il y a longtemps qu'un homme ne m'avait pas regardé comme si j'étais désirable, comme si ma présence l'enchantait au lieu de l'embarrasser. » Célian se leva brusquement, contournant son bureau pour s'approcher d'elle. Pour la première fois depuis des semaines, la distance professionnelle qu'il maintenait s'effritait. « Vous ne pouvez pas... »« Je ne peux pas quoi ? Refaire ma vie, accepter l'attention d'un homme qui n'a pas honte de ses sentiments. Ce n'est pas de la honte, explosa-t-il, révélant enfin l'émotion qu'il contenait. C'est de la terreur. Terreur de vous perdre comme j'ai perdu Amélie. Terreur de vous détruire par ma façon d'aimer. Alors vous préférez me détruire par votre façon de ne pas aimer? La question le frappa comme une gifle. Il s'arrêta net, la regardant avec une expression de douleur pure. « Julien Moreau est un homme bien, » continua-t-elle plus doucement. « Il sort d'un mariage difficile. Il comprend la solitude. Il sait ce que c'est que de se sentir invisible aux yeux de la personne qu'on aime. Vous l'aimez » La question sortit de sa gorge comme un râle. « Je pourrais l'aimer, » répondit-elle honnêtement. « Il serait si facile de l'aimer. Il ne se cache pas derrière ses peurs, lui. » Céliane ferma les yeux, comme si ces mots lui causaient une douleur physique. « Que voulez-vous de moi, Solène? Je veux que vous choisissiez. » Sa voix trembla légèrement pour la première fois. « Je veux que vous décidiez si vous préférez vos peurs ou notre amour, parce que je n'attendrai pas éternellement. » Elle se dirigea vers la porte, s'arrêtant sur le seuil. « J'organise un dîner demain soir pour annoncer mes intentions à nos proches. Julien m'accompagnera. » Elle se retourna une dernière fois. « Ça, vous voulez me garder, Célian? C'est le moment de vous battre pour moi, vraiment vous battre. » Elle sortit, laissant Célian seul avec la certitude glaciale qu'il était sur le point de perdre la femme de sa vie par sa propre lâcheté. Célian n'avait pas quitté son bureau de la journée. Les stores étaient tirés, la lumière artificielle créait une atmosphère feutrée qui contrastait avec le chaos qui régnait dans son esprit. Depuis le départ de Solène la veille, il n'avait cessé de ruminer ses paroles, de rejouer leur conversation, de se maudire pour sa lâcheté. « Si vous voulez me garder, Célian, c'est le moment de vous battre pour moi. » Ces mots résonnaient en boucle dans sa tête. Se battre. Quand avait-il cessé de se battre pour ce qui lui importait vraiment? Quand était-il devenu cet homme qui préférait la sécurité de la solitude au risque du bonheur? Il avait passé la matinée à faire des recherches sur Julien Moreau. Ce qu'il avait découvert ne l'avait pas rassuré. 35 ans, virtuose reconnu, récemment divorcé d'une épouse qu'il avait quittée pour un chef d'orchestre. Les articles de presse le décrivaient comme un artiste sensible au charisme indéniable et l'un des pianistes les plus prometteurs de sa génération. Tout ce qu'il n'était pas. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Julien Moreau avait vécu ce qu'il redoutait le plus, être quitté par la femme qu'il aimait, et pourtant cela ne l'avait pas empêché de recommencer à aimer. Cette résilience, ce courage que lui-même ne parvenait pas à trouver. Un coup discret à la porte l'arracha à ses pensées. Vincent Leroux, son attaché de presse, passa la tête dans l'embrasure. « Monsieur Rimbaud, vous m'aviez demandé le dossier sur la conférence de demain ?» Céliane regarda Vincent sans comprendre, puis se souvint. La conférence sur les investissements durables qu'il devait donner le lendemain matin, le même jour que le dîner de Solène. « Vincent, asseyez-vous. J'ai besoin de votre aide pour autre chose. » L'attaché de presse s'installa, surpris par le ton inhabituellement grave de son patron. « Vous connaissez ma situation personnelle ?
Vincent hocha la tête prudemment. Impossible d'ignorer la distance qui régnait entre les époux Rimbaud lors des événements publics. « Ma femme va annoncer ce soir qu'elle me quitte. » Les mots sortirent plus facilement qu'il ne l'aurait cru, et elle a raison de le faire. Vincent ouvrit de grands yeux, visiblement mal à l'aise d'être mêlé aux affaires privées de son patron. « Monsieur, je ne suis pas sûr de... » « Écoutez-moi bien, Vincent. Pendant 3 ans, j'ai été l'époux le plus lâche de France. J'ai eu la chance d'épouser une femme extraordinaire et je l'ai traitée comme un accessoire. » Célien se leva, arpentant son bureau. « Mais ce soir, cela va changer. Que voulez-vous que je fasse? Je veux que vous annuliez ma conférence de demain. Dites que j'ai une urgence personnelle. Mais monsieur, il y aura plus de 200 investisseurs, les médias... » Justement, Célien s'arrêta devant la fenêtre, regardant Paris s'étendre sous ses pieds. « Je veux que vous contactiez ces journalistes. Dites-leur que Célien Rimbaud fera une déclaration importante ce soir, au restaurant Le Grand Véfour. Une déclaration qui va faire sensation. » Vincent sortit son carnet, l'air de plus en plus perplexe. Quel genre de déclaration? Le genre qui fait trembler les réseaux sociaux et vendre des journaux. Un sourire étrange apparut sur les lèvres de Célien. Dites-leur que l'homme d'affaires le plus froid de France va se mettre à nu émotionnellement, en public. L'après-midi, Célien fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il quitta le bureau à 15 heures. Il avait des préparatifs à faire, des achats personnels à effectuer. Place Vendôme, chez Cartier, il passa 1 heure à choisir une bague. Pas n'importe laquelle, celle qu'il aurait dû lui offrir 3 ans plus tôt s'il avait eu le courage d'admettre ses sentiments. En rentrant chez lui, il trouva Solène dans le petit salon, vêtue d'une robe de soie noire qui lui coupait le souffle. Elle était au téléphone, probablement avec Julien, et son rire cristallin résonna dans la pièce. Ce rire qu'il n'avait pas entendu depuis si longtemps, ce rire qu'il n'avait jamais provoqué. Elle raccrocha en le voyant, son expression redevenant distante. « Vous rentrez tôt. J'ai annulé mes rendez-vous. » Il s'approcha d'elle, remarquant la surprise dans ses yeux. « Solène, il faut que vous sachiez quelque chose. Célien, s'il vous plaît, ne rendez pas les choses plus difficiles. Ma décision est prise. Laissez-moi parler. » Sa voix était différente, plus déterminée qu'elle ne l'avait jamais entendue. Pendant 3 ans, j'ai été gouverné par mes peurs. La peur d'aimer, la peur de perdre, la peur d'être l'homme que mon grand-père méprisait. Elle le regardait, immobile, surprise par cette soudaine vulnérabilité. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé quelque chose. J'ai plus peur de vous perdre que de tous mes démons réunis. Il est trop tard, Célien. Non. Il sortit l'écrin de sa veste, le posant sur la table basse entre eux. Il n'est trop tard que quand on renonce, et je ne renonce pas. Solène regarda la boîte de velours noir, puis leva les yeux vers lui. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Ce que j'aurais dû faire il y a 3 ans. Ce que j'aurais dû faire après cette nuit en Normandie. » Il prit une profonde inspiration. « Je vais me battre pour vous, Solène. Publiquement, sans retenue, sans orgueil. Vous ne pouvez pas. Vas-y, je peux, et je vais le faire. » Il se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Ce soir, au Grand Véfour, devant tous vos invités, devant Julien Moreau, devant les journalistes que j'ai fait venir, je vais dire la vérité. » Quels journalistes? Ceux qui vont immortaliser le moment où Célien Rimbaud reconnaîtra publiquement qu'il est l'homme le plus fou amoureux de France. Il sortit, laissant Solène abasourdie, l'écrin toujours fermé devant elle. Pour la première fois depuis des années, Célien Rimbaud avait un plan qui ne concernait ni les affaires ni la raison, mais uniquement l'amour. Le lion s'était enfin réveillé, et il était prêt à rugir devant le monde entier. Solène se tenait devant le miroir de sa chambre, fixant son reflet sans vraiment le voir. La robe de soie bleu nuit qu'elle avait choisie lui seyait parfaitement, mais ses mains tremblaient légèrement en ajustant ses boucles d'oreilles en perles. Dans quelques heures, elle allait annoncer publiquement la fin de son mariage devant tout Paris. Cette perspective la terrifiait. L'écrin de velours noir que Céliane avait laissé sur la table basse la veille trônait maintenant sur sa coiffeuse, toujours fermée. Elle n'avait pas eu le courage de l'ouvrir. Que contenait-il? Une ultime tentative de la retenir? Un cadeau d'adieu? Elle préférait ne pas le savoir. Son téléphone vibra. Un message de Julien. « Ma chère Solène, j'ai hâte de vous retrouver ce soir. Votre courage m'inspire. À tout à l'heure. J. » Son courage. Si seulement il savait à quel point elle se sentait lâche en cet instant. Elle qui avait pris cette décision ferme de partir, voilà qu'elle doutait. Et si elle se trompait? Et si Céliane était vraiment en train de changer? Les derniers jours, quelque chose avait été différent chez lui. Cette détermination nouvelle dans son regard, cette façon qu'il avait eue de lui parler la veille, un souvenir surgit soudain, cette nuit en Normandie, quand il l'avait regardée avec tant d'intensité près de la cheminée. « Solène, je ne sais pas comment on fait.
Comment on aime sans avoir peur? Et sa réponse, on apprend ensemble, un jour à la fois, un geste à la fois. Avait-elle été trop impatiente? Avait-elle abandonné au moment où il était peut-être prêt à apprendre? Solène, la voix de Mathilde résonna depuis le salon. « Je peux entrer. »« Entre » répondit Solène, soulagée d'avoir de la compagnie. Mathilde apparut dans l'embrasure de la porte, élégante dans sa robe bordeaux, mais son expression trahissait une inquiétude inhabituelle. « Comment te sens-tu ?»« Terrifiée, » avoua Solène. « J'ai l'impression de m'apprêter à sauter d'un avion sans parachute. » Mathilde s'assit sur le lit, observant son amie avec attention. « Tu doutes ?» Ce n'était pas une question. Mathilde la connaissait trop bien. « Je me demande si je ne fais pas une erreur monumentale. Et si Célian était vraiment en train de changer? Et si j'étais trop impatiente? Solène, regarde-moi. » Mathilde prit ses mains dans les siennes. « Il y a 3 ans, tu m'as dit que tu étais prête à tout pour qu'il t'aime. Pendant 3 ans, tu as attendu. Tu as espéré. Tu t'es effacée pour lui laisser l'espace de grandir. Combien de temps encore peux-tu attendre? Mais hier, il a dit... Il a dit quoi? Qu'il allait changer? Qu'il n'avait plus peur? » Mathilde secoua la tête. « Ma chérie, les mots, c'est facile. Les actes, c'est autre chose. » Solène baissa les yeux vers l'écrin sur sa coiffeuse. « Il m'a apporté ça. Et tu ne l'as pas ouvert? J'ai peur de ce que je vais y trouver. Peur que ce soit suffisant pour me faire changer d'avis. Peur que ce ne le soit pas. » Mathilde se leva, marchant vers la fenêtre. « Tu sais ce qui m'a frappé quand tu m'as raconté cette nuit en Normandie? »« Quoi? Tu as dit qu'il t'avait regardé vraiment pour la première fois. Qu'il t'avait vu. » Elle se retourna vers Solène. « Cet homme t'aime depuis des années, mais il n'a jamais eu le courage de te le montrer. Une seule nuit où il a baissé sa garde, et puis il a recommencé à fuir. Alors tu penses que j'ai raison de partir? Je pense que tu as raison de ne plus accepter les miettes d'amour qu'il te donnait. » Mathilde s'approcha d'elle. « Mais Solène, si ce soir il trouve enfin le courage de se battre pour toi, vraiment se battre, pas juste avec des mots mais avec des actes, alors peut-être... Peut-être quoi? Peut-être que cette nuit d'orage en Normandie aura enfin porté ses fruits. » Un silence s'installa entre elles. Dehors, Paris s'illuminait pour la soirée, inconscient du drame qui allait se jouer au Grand Véfour. « J'ai peur, Mathilde. Peur de craquer s'il fait quelque chose de spectaculaire. Peur d'être pathétique si je lui pardonne encore. Tu ne seras jamais pathétique d'aimer, Solène. Pathétique, c'est d'accepter d'être aimé à moitié. » Mathilde prit l'écrin, le tendant à son ami. « Ouvre-le. Tu as besoin de savoir. » Solène hésita, puis prit la boîte. Ses doigts tremblaient quand elle souleva le couvercle. À l'intérieur, un solitaire extraordinaire étincelait de 1000 feux, accompagné d'une carte écrite de la main de Céliane. Elle déplia le papier et lut à voix haute « La bague que j'aurais dû vous offrir il y a 3 ans, si j'avais eu le courage de reconnaître que vous étiez déjà ma femme dans mon cœur. Ce soir, je vous demande de me laisser une dernière chance de vous prouver que l'homme qui vous a aimé cette nuit-là existe vraiment. Célian. » Les larmes montèrent aux yeux de Solène. « Mon Dieu, Mathilde, c'est beau, » admit son ami. « Mais les mots, ma chérie, je sais, les actes sont plus forts que les mots. » Solène referma l'écrin, le laissant sur la coiffeuse. « Je vais au dîner. Je vais annoncer ma décision. Et s'il veut vraiment me garder, il devra le prouver devant tout le monde. Et Julien. Julien mérite la vérité. Si Célian ne fait rien ce soir, alors je construirai ma nouvelle vie avec lui. S'il fait quelque chose... » Elle s'interrompit. « S'il fait quelque chose, alors peut-être que cette nuit d'orage aura vraiment tout changé, pas seulement pour une nuit, mais pour toute la vie. » 1 heure plus tard, elles arrivaient au Grand Véfour. L'atmosphère du restaurant gastronomique était aussi raffinée qu'à l'accoutumée, mais Solène remarqua immédiatement une agitation inhabituelle parmi le personnel, des journalistes. Ici, étrange. Julien l'attendait près de leur table, impeccable dans son smoking, son visage s'illuminant quand il la vit. « Solène, vous êtes radieuse. » Il lui baisa la main avec cette galanterie naturelle qui la charmait, et elle se sentit momentanément rassurée. Cet homme bon, attentionné, qui n'avait pas peur de montrer ses sentiments. « Tout va bien ?» demanda-t-il en remarquant sa tension. « Aussi bien que possible avant de dynamiter sa propre vie, » répondit-elle avec un sourire forcé. Les invités commençaient à arriver. Collègues de Célian, amis communs, personnalités du monde des affaires et de la culture, tous ces gens qui allaient être témoins de sa décision. L'absence remarquée de Célian alimentait déjà les murmures. Solène se leva, son verre à la main, quand soudain les portes du restaurant s'ouvrirent avec fracas. Une vague de photographes et journalistes déferla, leurs appareils crépitant déjà. Son cœur s'arrêta. Puis, Célian apparut. Et dans son regard,
Pour la première fois depuis cette nuit en Normandie, elle vit non plus la peur, mais une détermination absolue qui lui coupa le souffle. 6 mois plus tard, les jardins du manoir de Normandie rayonnaient sous le soleil printanier. Les rosiers que Solène avait plantés embaumaient l'air de leur parfum délicat, créant une symphonie olfactive qui se mêlait aux rires des invités rassemblés pour célébrer leur vraie lune de miel, celle qu'ils n'avaient jamais eue. Solène observait son mari depuis la terrasse, un sourire attendri sur les lèvres. Célian était en grande conversation avec Pierre et Vincent, mais ses yeux la cherchaient constamment, comme s'il avait besoin de s'assurer qu'elle était bien là, qu'elle était bien réelle. Cette habitude touchante ne l'avait pas quitté depuis la soirée au Grand Véfour. « Il ne peut pas s'empêcher de vous regarder », murmura Mathilde, en s'approchant d'elle, un verre de champagne à la main. « C'est presque gênant tellement c'est évident. Et moi je ne peux pas m'empêcher de sourire comme une adolescente quand il le fait, » avoua Solène en rougissant légèrement. Ces 6 derniers mois avaient été une révélation pour eux deux. Céliane avait tenu parole. Plus jamais il n'avait caché ses sentiments, plus jamais il n'avait fui dans le travail pour éviter l'intimité. Il l'appelait plusieurs fois par jour, juste pour entendre sa voix, lui envoyait des fleurs sans raison, l'embrassait devant ses associés comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. L'effet Rimbaud a fait du bruit, continua Mathilde avec malice. 3 articles dans les magazines People, 2 interviews télé, et maintenant tous les hommes d'affaires parisiens croient qu'il faut être romantique pour réussir. Vous avez créé une tendance. Solène rit, se souvenant des premières semaines suivant leur réconciliation publique. Les photos de Célian à genoux avaient fait la une de tous les journaux, créant un véritable phénomène médiatique. L'homme le plus froid de France était devenu du jour au lendemain le symbole de l'amour véritable. Madame Rimbaud? Une voix douce l'interpella. Brigitte, leur gouvernante, s'approchait avec un plateau d'argent. « Monsieur souhaite vous voir dans le salon. Il dit que c'est important. » Intriguée, Solène s'excusa auprès de Mathilde et traversa la maison. Le salon principal, celui-là même où ils avaient passé leur nuit de révélation, avait été transformé. Des dizaines de bougies créaient une atmosphère féerique et au centre de la pièce, un piano à queue noire laquée brillait sous la lumière dorée. Céliane l'attendait, debout près de l'instrument, plus beau que jamais dans sa chemise blanche ouverte au col. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés par le vent, lui donnant un air juvénile qui faisait battre plus fort le cœur de Solène. « Un piano ?» s'étonna-t-elle. « Mais vous ne savez pas en jouer. »« Non, » admit-il avec un sourire mystérieux. « Mais lui, si. » Julien Moreau apparut depuis l'alcôve, élégant et souriant. Solène sursauta, surprise de le voir là. « Julien, que faites-vous ici ?»« Votre mari m'a demandé de venir, » expliqua le pianiste avec cette grâce naturelle qui le caractérisait. « Il voulait que je joue quelque chose de spécial pour vous. » Célian s'approcha de sa femme, la prenant doucement par la main. « Il y a 6 mois, cet homme était sur le point de vous donner tout ce que j'étais trop lâche pour vous offrir. Aujourd'hui, je veux qu'il soit témoin de ma promesse de ne plus jamais vous décevoir. » Julien s'installa au piano, ses doigts effleurant les touches avec une maîtrise évidente. Les premières notes de Clair de lune de Debussy s'élevèrent dans l'air, créant une mélodie d'une beauté poignante. « Solène, » murmura Célian en la prenant dans ses bras, « cette nuit-là, dans cette même pièce, vous m'avez appris ce que signifiait vraiment aimer. Vous m'avez montré qu'on pouvait être fort et vulnérable à la fois, qu'on pouvait réussir sans renoncer à son cœur. » Ils se mirent à danser lentement, leurs corps parfaitement accordés, leurs âmes enfin en harmonie. Autour d'eux, les bougies dansaient comme des étoiles bienveillantes. « Vous savez ce qui me rend le plus heureux ?» chuchota Céliane à son oreille. « Dites-moi. » C'est que désormais, quand les gens parlent de nous, ils ne disent plus « le mari de convenance de Solène » ou « l'épouse trophée de Célian ». Ils disent « le couple qui s'aime vraiment ». Solène leva les yeux vers lui, émue par ces paroles simples mais si justes. « Et vous n'avez plus peur ?»« Bien sûr que j'ai peur, avoua-t-il. J'ai peur tous les jours de ne pas être à la hauteur de votre amour, de vous décevoir, de redevenir l'homme que j'étais. Mais j'ai appris que la peur n'est pas l'ennemi de l'amour, c'est l'indifférence qui l'est. » La musique de Julien enveloppait leur danse d'une grâce particulière, et Solène eut l'impression que tout l'univers conspirait pour ce moment parfait. Célian, « Oui, il y a quelque chose que je dois vous dire. » Il s'arrêta de danser, inquiet soudain. « Que se passe-t-il » Solène sourit, posant sa main sur son ventre encore plat. « Dans 7 mois environ, nous ne serons plus seulement mari et femme, nous serons aussi papa et maman. » Le silence qui suivit fut si complet que même Julien cessa de jouer, comprenant l'importance du moment. Céliane regardait sa femme, les yeux écarquillés, comme s'il n'arrivait pas à assimiler cette nouvelle extraordinaire. « Vous, nous, un bébé ?» « Un bébé, »
confirma-t-elle en riant devant son expression abasourdie. Alors Célian fit quelque chose que personne n'aurait jamais imaginé de la part de l'ancien homme de glace. Il poussa un cri de joie si fort qu'il résonna dans tout le manoir, alertant les invités dans le jardin. Il souleva Solène dans ses bras, la faisant tournoyer pendant que Julien reprenait sa mélodie avec une émotion renouvelée. « Un bébé ?» répétait Célian comme une incantation magique. « Notre bébé !» Dehors, les invités commençaient à affluer vers les fenêtres, attirés par le bruit. Mathilde fut la première à comprendre, voyant Célian qui couvrait le visage de Solène de baisers passionnés. « Notre enfant grandira dans l'amour » murmura Célian contre les lèvres de sa femme. « Il saura, dès son premier souffle, qu'il est désiré, qu'il est aimé, qu'il est précieux. Il ou elle aura la chance d'avoir un papa qui n'a pas peur de montrer ses sentiments, » répondit Solène en caressant sa joue. La soirée se termina dans une explosion de joie et de félicitations. Mais longtemps après le départ du dernier invité, Célian et Solène restèrent enlacés sur la terrasse, regardant les étoiles au-dessus de la campagne normande. « Savez-vous ce que je me dis parfois ?» murmura Solène, blottie contre son torse. « Quoi donc ? Que cette tempête, il y a 6 mois, était peut-être le destin qui nous donnait enfin notre chance. » Célian resserra son étreinte, respirant le parfum de ses cheveux. « Si c'est le cas, alors je bénis toutes les tempêtes du monde. Elles nous ont menés l'un vers l'autre. » Et tandis que la nuit normande les enveloppait de sa douceur, Solène et Célian Rimbaud savouraient enfin ce bonheur simple et extraordinaire. Être aimé et aimé en retour, sans peur, sans retenue, pour l'éternité. 10 ans plus tard. « Papa, raconte-nous encore l'histoire de la tempête » supplia Amélie Rimbaud, 9 ans, en grimpant sur les genoux de son père. Ses yeux noisettes pétillaient d'excitation, comme chaque fois qu'elle entendait cette histoire qui était devenue la légende familiale. Célian sourit, installant sa fille plus confortablement contre lui. Ils étaient tous rassemblés dans le salon principal du manoir de Normandie, le même salon où 10 ans auparavant, une nuit d'orage avait changé le cours de leur existence. La cheminée crépitait doucement, réchauffant l'atmosphère automnale, et Solène berçait Gabriel, leur fils de 6 mois, dans le fauteuil d'en face. « Encore cette histoire ?» taquina Solène, mais son sourire tendre trahissait qu'elle ne s'en lassait jamais non plus. « S'il vous plaît, maman, » insista Amélie, « c'est la plus belle histoire du monde. » Mathilde, assise près de la fenêtre avec Julien, son époux depuis 2 ans maintenant, leva les yeux de son livre. « Je crois que cette petite connaît déjà l'histoire par cœur, mais elle adore voir ses parents revivre ce moment. »« C'est vrai, » admit Célian en caressant les cheveux châtains de sa fille. « Très bien, ma championne, mais c'est la dernière fois ce soir. » Il regarda autour de lui, laissant son regard s'attarder sur chaque détail du salon. Les bougies disposées sur la cheminée, le fauteuil en cuir où Solène s'était blottie cette nuit-là, l'emplacement exact où ils s'étaient tenus debout face à face quand leurs masques étaient enfin tombés. « Il était une fois, » commença-t-il d'une voix théâtrale qui fit glousser Amélie, « un homme très bête qui avait épousé la plus belle femme de France sans avoir le courage de lui dire qu'il l'aimait. »« Mais il l'aimait vraiment ?» demanda Amélie, respectant le rituel de leur histoire. « Oh oui, il l'aimait désespérément, depuis le premier jour. Mais il avait si peur de ses sentiments qu'il préférait faire semblant de ne rien ressentir. » Solène leva les yeux vers lui et dans ce regard, il retrouva la même émotion que 10 ans auparavant. Gabriel gazouilla doucement dans ses bras, comme s'il sentait l'importance du moment. « Et puis, » encouragea Amélie, « et puis, il y a eu cette nuit. Une terrible tempête en Normandie, exactement ici, dans cette maison. » Célian désigna la fenêtre où l'on pouvait voir les arbres du jardin ployés sous le vent automnal. Ils se sont retrouvés seuls, sans électricité, sans téléphone, sans aucun moyen d'échapper à la vérité. « C'est là que tu as allumé le feu dans la cheminée ?»« Exactement là, » confirma-t-il en montrant l'âtre. « Et c'est là que maman était assise. » Il indiqua le fauteuil de Solène. « Quand papa a enfin trouvé le courage de lui avouer son passé, ses peurs et surtout son amour. » Julien, qui écoutait depuis le début, intervint avec un sourire complice. « Et c'est aussi cette nuit-là que ton papa a compris que l'amour n'était pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à célébrer. »« Uncle Julien a raison, » approuva Célian. « Cette nuit-là, dans ce salon, j'ai découvert que votre maman n'était pas seulement belle et intelligente, elle était aussi la personne la plus courageuse que je connaisse, assez courageuse pour aimer un homme qui avait peur d'être aimé. » Amélie se tourna vers Solène. « Et toi, maman, tu avais peur aussi ?»« Très peur, » admit Solène en caressant la joue de Gabriel. « J'avais peur que ce soit juste un rêve, que le lendemain matin, papa redevienne l'homme distant qu'il était avant. »« Et c'est ce qui s'est passé ?» demanda Amélie, même si elle connaissait la réponse. « Au début, oui, avoua Célian.
Papa a eu peur et il a essayé de redevenir comme avant, mais maman était devenue trop forte pour accepter cela. Elle t'a dit qu'elle allait partir? Elle m'a dit qu'elle méritait mieux qu'un homme qui avait honte d'elle, et elle avait absolument raison. Mathilde posa son livre, émue comme toujours par cette partie de l'histoire. C'est là que j'entre en scène, dit-elle à Amélie. J'ai dit à ton papa qu'il était le plus grand imbécile de France s'il laissait partir une femme comme ta maman. Et alors papa est devenu courageux? Alors papa a compris que perdre maman était pire que toutes ses peurs réunies, corrigea Célian. Il a organisé cette grande déclaration publique, devant tout Paris, s'exclama Amélie, arrivant à sa partie préférée. Devant tout Paris, confirma Solène en riant. Ton papa est venu interrompre un dîner très chic. Il s'est mis à genoux devant tous ces gens importants et il a dit au monde entier qu'il m'aimait. Et les journaux ont publié les photos, ajouta Amélie, qui avait vu les coupures de presse encadrées dans le bureau de son père. Les plus belles photos de ma vie, murmura Célian en regardant Solène avec la même intensité qu'il y a 10 ans. Gabriel choisit ce moment pour gazouiller plus fort, comme s'il réclamait son attention. Solène le souleva, le berçant doucement. Et maintenant, continua Célian en embrassant le front d'Amélie, nous sommes là, tous ensemble, dans le salon où tout a commencé. Et vous savez ce qui me rend le plus heureux? Quoi? Demandèrent en chœur Amélie et Mathilde. C'est que vous deux, mes enfants, vous grandirez en sachant que l'amour n'est pas quelque chose à cacher ou à craindre. Vous saurez qu'aimer et être aimé est la chose la plus belle et la plus naturelle du monde. Julien se leva, s'approchant de Mathilde pour lui prendre la main. Et peut-être qu'un jour, nous aurons nous aussi des enfants à qui raconter notre histoire. Oh, oui, s'exclama Amélie. Et ils joueront avec Gabriel et moi. Solène regarda autour d'elle, ce salon témoin de leur renaissance, ces visages aimés, cette famille qu'ils avaient construite sur les cendres de leur peur, et sentit son cœur déborder de gratitude. « Célian, dit-elle doucement, vous souvenez-vous de ce que vous m'aviez dit cette nuit-là, quand nous dansions près de la cheminée ?» Il hocha la tête, les yeux brillants d'émotion. Que cette tempête était peut-être le destin qui nous donnait enfin notre chance. Et j'avais dit que si c'était le cas, vous bénissiez toutes les tempêtes du monde. Dehors, le vent faisait gémir les arbres centenaires, rappelant cette nuit fatidique. Mais à l'intérieur, dans ce salon baigné de lumière dorée, régnait une paix parfaite. « Eh bien, murmura Solène en se levant pour rejoindre son mari, Gabriel toujours dans ses bras, je bénis encore toutes les tempêtes du monde, car sans celle-là, rien de tout ceci n'aurait existé. » Célian l'enlaça, Amélie toujours blottie contre lui, formant un tableau parfait de bonheur familial. Dans ce salon où ils s'étaient trouvés 10 ans auparavant, ils savourèrent la certitude que leur amour, né d'une nuit d'orage, était assez fort pour traverser toutes les tempêtes de la vie. Quelque part dans les étoiles de Normandie, l'écho de cette nuit magique continuait de veiller sur eux, promesse éternelle que l'amour véritable finit toujours par triompher. Fan, après avoir lu cette histoire émouvante de Solène et Célian, une question se pose. Seriez-vous capable de pardonner à quelqu'un qui a profondément blessé votre cœur par peur d'aimer, ou pensez-vous que certaines blessures sont irréparables, même quand il y a un amour véritable? Célian a mis 3 ans à reconnaître ses sentiments et a failli perdre Solène pour toujours. Est-ce que l'amour peut vraiment surmonter tous les traumatismes du passé, ou y a-t-il des limites au pardon? Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.